Salam alaikum, bonsoir à tous, bonjour à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Je prends la parole aujourd'hui pour revenir sur un échange que j'ai eu avec un youtubeur qui s'appelle Le Veilleur Non Silencieux. Je suis intervenu dans son chat samedi soir dernier pour lui poser une question. Cette question concernait le racisme d'État et j'ai été attaqué publiquement avec des propos racistes que je vais développer ici. J'ai posté une question sur le racisme d'État et il m'a parlé de Maghrébins et de peuple de France. J'ai donc été attaqué et agressé dans ma citoyenneté. Je précise que j'ai mis quelques articles de presse pour lui répondre d'une certaine manière et je reviendrai après pour faire quelques commentaires. Donc à tout de suite. El Marocco Franco me demande si je peux parler du racisme d'État en France à l'égard des Français dont les parents viennent du nord de l'Afrique SVP. À l'égard des Français, il n'y a pas de racisme d'État en France à l'égard des Français dont les parents viennent d'Afrique du Nord. Je ne le vois pas comme ça. Aujourd'hui, il y a une méfiance du peuple de France envers les Maghrébins, tout simplement parce qu'il y a eu des attentats extrêmement graves qui ont été commis en France. N'oubliez pas qu'il y a un curé qui a été égorgé par des gamins de 20 ans. 19 ans même, je crois. Des racailles de banlieue. C'est extrêmement grave. Vous avez déjà oublié ça. Est-ce que vous imaginez si un Français se permettait d'égorger un imam au Maroc? Et ça serait la guerre. Essayez de comprendre qu'il y a des Maghrébins français qui se comportent de manière plus qu'abjecte. Ce sont des déclarations de guerre qu'ils font. Et moi, j'oublie pas le curé égorgé. J'oublie pas. Alors, il faut assumer ça aussi. Donc malheureusement, s'il y a des Maghrébins français qui trinquent d'un certain racisme, c'est de la faute à ceux qui se comportent comme je viens de décrire. Donc c'est à eux de donner l'exemple, de donner un contre-exemple, de faire des choses positives, d'être aimants, d'être serviables, de montrer qu'ils sont pacifiques. Et l'opinion française changera. Vous savez, les Français ne sont pas racistes, hein, parce que s'ils étaient vraiment racistes, avec ce qui s'est passé au Bataclan, l'égorgeage du prêtre, les attentats de Nice et j'en passe, il y aurait longtemps que ce serait la guerre civile, et qu'il y aurait ce qu'on appelle malheureusement des ratonnades. Ce n'est pas le cas. Il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Alors, je vais m'adresser directement au veilleur non silencieux. Comme tout le monde pourra le constater, je vous ai posé une question sur le racisme d'État en France envers les Français dont les parents viennent d'Afrique du Nord, autrement dit les Français racisés. Vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de racisme de ce type dans notre pays et vous avez ensuite déclaré qu'il y a une méfiance du peuple de France envers les Maghrébins. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez parlé de Maghrébins alors que je vous ai parlé de Français. Je tenais à vous rappeler que la République française ne reconnaît que des citoyens qui forment le peuple français et que vous n'avez pas le droit donc d'exclure des individus comme moi de leur francité. Après ça, vous m'avez parlé des actes qualifiés d'attaques terroristes en France ces dernières années, notamment depuis 2012, alors que, encore une fois, c'est complètement hors sujet. Je ne vous parlais pas de ces actes qui sont réalisés grâce à la négligence des services secrets européens et français notamment, pour justifier les guerres d'impérialisme que la France mène avec l'OTAN un peu partout dans le monde. Non, moi je vous parlais du racisme d'État qui existe en France depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, Michel Foucault en parlait en 1976 lors des cours qu'il donnait au Collège de France. En fait, vous niez le racisme d'État en France et vous le protégez car vous en profitez aux dépens d'une catégorie de Français racisés. Donc non, je ne suis pas d'accord. Si les Français que nous sommes trinquent d'un certain racisme comme vous dites, ce n'est certainement pas dû aux actes terroristes. Par la suite, vous avez osé nous demander de montrer l'exemple, d'être aimable, pacifique et serviable. Commencez par l'être déjà vous-même, puisque votre discours prouve le contraire. Enfin, vous m'avez dit que les Français comme vous n'étaient pas racistes, et que si ce serait le cas, cela ferait longtemps qu'il existerait ce que l'on appelle des ratonnades. Rien que l'existence de ce mot prouve qu'il y a un racisme d'État en France. Pour conclure, après avoir analysé votre discours, je constate que vous êtes un raciste et je l'ai prouvé dans cette vidéo. J'invite donc tous les Français racisés comme moi à se désabonner de votre chaîne et à se désabonner des chaînes de vos semblables qui tiennent le même discours d'hypocrite et de haineux. Retenez bien qu'il ne faut laisser personne vous ramener aux origines de vos parents ou à votre religion. Et ne le faites pas vous-même,
car c'est ainsi que ces racistes nous dominent. Et quand je dis ça, bien sûr, certaines personnes vont penser « Il est marrant celui-là, son pseudo c'est Marocco-Franco ». Alors je vous arrête tout de suite. Je suis fier de ma double nationalité. Je suis français en France et marocain au Maroc. Et comme je vis en France les 3/4 du temps de l'année, je m'exprime en tant que français avant tout. Sur ce, je tiens déjà à vous remercier pour votre écoute et je vous laisse sur un extrait du cours de Michel Foucault. A plus tard, Inch'Allah. Nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie, ou qui a pris, si vous voulez, disons, la vie en général en charge, avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population. Biopouvoir, par conséquent, biopouvoir dont on peut repérer aussitôt les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice, paradoxe qui apparaît d'un côté, si vous voulez, avec le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer, selon les droits qui sont donnés à tout souverain, des millions et des centaines de millions d'hommes, après tout ceci est traditionnel, mais ce qui fait que le pouvoir atomique est, pour le fonctionnement du pouvoir politique actuel, sorte de paradoxe difficile à contourner, sinon tout à fait incontournable, c'est donc que dans le pouvoir de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique, on a la mise en jeu et d'un pouvoir de souveraineté qui tue, mais également un pouvoir qui est celui de tuer la vie elle-même, de sorte que dans ce pouvoir atomique, le pouvoir qui s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie, où il est souverain et il utilise la bombe atomique, mais du coup il ne peut plus être pouvoir, biopouvoir, pouvoir d'assurer la vie comme il l'est depuis le XIXe siècle. Et à l'autre limite, vous avez alors l'excès au contraire, non plus du droit souverain sur le biopouvoir, mais excès du biopouvoir sur le droit souverain. Cet excès du biopouvoir, il apparaît lorsque, et techniquement et politiquement, donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie, mais de faire proliférer la vie, de fabriquer du vivant, de fabriquer du monstre, de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur, extension formidable du biopouvoir qui, à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique, va déborder toute la souveraineté humaine. Bon. Eh bien, je m'excuse de ces longs parcours à propos du biopouvoir, mais je crois que c'est sur ce fond-là que l'on peut retrouver le problème que j'avais essayé de poser. Vous me donnerez un peu plus de temps que jusqu'à vers 11h15, jusqu'à vers 11h moins 15. Bon, alors, dans cette technologie de pouvoir, qui a pour objet, donc, et pour objectif la vie, et qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis le XIXe siècle. Comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre, s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur. Comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer? Comment, s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie, d'en prolonger la durée, d'en multiplier les chances, d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits, comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer, de réclamer la mort, de demander la mort, de faire tuer, de donner l'ordre de tuer, d'exposer à la mort non seulement ses ennemis, mais même ses propres citoyens? Comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer le pouvoir de la mort, comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir? Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient le racisme. C'est là qu'intervient le racisme. Alors encore une fois, je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque. Il existait depuis bien longtemps.
mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs. Ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'État, c'est bien l'émergence de ce biopouvoir. C'est à ce moment-là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir tel qu'il s'exerce dans les États modernes. Et ce qui fait qu'il n'y a guère de fonctionnement moderne de l'État qui, à un certain moment, à une certaine limite et dans certaines conditions, ne passe pas par le racisme. En effet, qu'est-ce que c'est que le racisme? Eh bien, c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge, d'introduire enfin une coupure. La coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir, dans le continuum biologique de l'espèce humaine. L'apparition des races, la distinction des races, la hiérarchie des races, la qualification des races, de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures, tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge. Ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres, bref, de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique. Ça va permettre en gros, si vous voulez, au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races, ou plus exactement, de traiter l'espèce, de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément des races. C'est là la première fonction du racisme. Donc, de fragmenter, de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir. Et d'un autre côté, eh bien, le racisme aura, et c'est sa seconde fonction, il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive, si vous voulez, du type plus tu tueras, plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir, et plus, du fait même, toi tu vivras. On dirait que cette relation entre si tu veux vivre, il faut que tu fasses mourir, il faut que tu puisses tuer. Cette relation, après tout, ce n'est pas le racisme ni l'État moderne qui l'a inventé, c'est la relation guerrière. Pour vivre, il faut bien que tu massacres tes ennemis. Mais le racisme fait justement fonctionner cette relation type guerrier. Si tu veux vivre, il faut que l'autre meure. Le racisme va la faire fonctionner, va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du biopouvoir. D'une part, en effet, le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement, mais une relation de type biologique. Plus les espèces inférieures tendront à disparaître, plus les individus anormaux seront éliminés, moins il y aura de dégénérés par rapport à l'espèce, plus moi, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, je vivrai, je serai fort, je serai vigoureux, je pourrai proliférer. La mort de l'autre, ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de la mauvaise race, de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale, c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine et plus pure. Rapport donc non pas militaire, guerrier ou politique, mais rapport biologique. Et c'est, si ce mécanisme peut jouer, c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer, ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme, ce sont les dangers externes ou internes par rapport à la population et pour la population. Autrement dit, la mise à mort, l'impératif de mort, n'est recevable dans le système du biopouvoir que s'il tend, non pas à la victoire sur les adversaires politiques, mais s'il tend à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination
de l'espèce elle-même ou de la race. La race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation. Vous comprenez alors dans ces conditions comment et pourquoi on peut comprendre que les États les plus meurtriers sont en même temps forcément les plus racistes. Et bien sûr là il faut prendre l'exemple du nazisme. Après tout, le nazisme, c'est bien en effet le développement jusqu'au paroxysme des mécanismes de pouvoir nouveaux qui avaient été mis en place depuis le XVIIIe siècle. Pas d'État plus disciplinaire, bien sûr, que le régime nazi. Pas d'État non plus où les régulations biologiques soient reprises en compte d'une manière plus serrée et plus insistante. Pouvoir disciplinaire, biopouvoir, tout ceci a parcouru, soutenu à bout de bras la société nazie, prise en charge du biologique, de la procréation, de l'hérédité, prise en charge aussi de la maladie, des accidents, par de sociétés à la fois plus disciplinaires et plus assurantielles que celles qui avaient été mises en place, ou en tout cas projetées par le nazisme. Le contrôle des aléas propres au processus biologique était un des objectifs immédiats du régime. Mais en même temps qu'on avait cette société dont universellement assurantielle, universellement sécurisante, universellement régulatrice et disciplinaire, et bien en même temps, à travers cette société, déchaînement le plus complet du pouvoir meurtrier, c'est-à-dire de ce vieux pouvoir souverain de tuer, et ce pouvoir de tuer qui traverse tout le corps social de la société nazie, eh bien ce pouvoir meurtrier, il se manifeste eh bien d'abord parce que le pouvoir de tuer, le pouvoir de vie et de mort, il est donné non pas simplement à l'État, mais à toute une série d'individus, à une quantité considérable de gens, que ce soit les SA, les SS, etc. À la limite même, tout le monde a droit de vie et de mort sur son voisin dans l'État nazi, ne serait-ce que par la conduite de dénonciation, qui permet effectivement de supprimer ou de faire supprimer celui qui est à côté de vous. Donc déchaînement du pouvoir meurtrier et du pouvoir souverain à travers tout le corps social, également par le fait que la guerre est explicitement posée comme un objectif politique, et pas simplement au fond comme un objectif politique pour obtenir un certain nombre de moyens, mais comme une sorte de phase ultime et décisive de tous les processus politiques. La politique doit aboutir à la guerre, et la guerre doit être la phase finale et décisive qui va couronner l'ensemble, et par conséquent, ce n'est pas simplement la destruction des autres races qui est l'objectif du régime nazi. La destruction des autres races est une des faces du projet, l'autre face étant d'exposer sa propre race au danger absolu et universel de la mort, le risque de mourir. L'exposition à la destruction totale est un des principes inscrits parmi les devoirs fondamentaux de l'obéissance nazie et parmi les objectifs essentiels de la politique. Il faut que l'on arrive à un point tel que la population tout entière soit exposée à la mort. Seule cette exposition universelle de toute la population à la mort pourra effectivement la constituer comme race supérieure et la régénérer définitivement en face de races ou qui auront été totalement exterminées ou qui seront définitivement asservies. On a donc dans la société nazie cette chose tout de même extraordinaire, c'est une société qui a absolument généralisé le biopouvoir, mais qui a en même temps généralisé le droit souverain de tuer. Les deux mécanismes, celui classique, archaïque, qui donnait à l'État droit de vie et de mort sur ses citoyens, et les nouveaux mécanismes organisés autour de la discipline, de la régulation, bref, les nouveaux mécanismes de biopouvoir, se trouvent exactement coïncidés. De sorte qu'on peut dire ceci, c'est que l'État nazi a rendu absolument coextensif le champ d'une vie qui l'aménage, protège, garantit, cultive biologiquement, et le droit en même temps, le droit souverain
de tuer quiconque, non seulement les autres, mais les siens propres. Il y a eu chez les nazis une coïncidence d'un biopouvoir généralisé avec une dictature à la fois absolue et retransmise à travers tout le corps social par cette formidable démultiplication du droit de tuer et de l'exposition à la mort. On a un État absolument raciste, un État absolument meurtrier et un État absolument suicidaire. Racisme, État raciste, État meurtrier, État suicidaire, cela se superpose nécessairement et a abouti, bien sûr, à la fois à la solution finale par laquelle on a voulu éliminer à travers les Juifs toutes les autres races dont les Juifs étaient à la fois le symbole et la manifestation, et en même temps, donc solution finale des années 1942-43, et puis le télégramme 71, qui, au mois d'avril 1940, par lequel, en avril 1945, Hitler donnait ordre de détruire les conditions de vie du peuple allemand lui-même. Solution finale pour les autres races, suicide absolu de la race, c'est à cela que menait cette mécanique, je crois, inscrite dans le fonctionnement de l'État moderne. Seul, bien sûr, le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du biopouvoir, mais le jeu, il est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les États modernes, de tous les États capitalistes. Eh bien, pas sûr. Et je crois que justement, seulement alors là, ce serait une autre démonstration. Je crois que l'État socialiste, le socialisme, est tout aussi marqué de racisme que le fonctionnement de l'État moderne, de l'État capitaliste. Michel Foucault au Collège de France, Il faut défendre la société, cours de 1976, publié en coédition Hautes Études, Gallimard Le Seuil. Aujourd'hui, biopouvoir et racisme d'État. Archives du Centre Michel Foucault et de l'IMEC.